Et du coup, Sam, quand tu m'as vu me préparer à arriver, tu m'as trouvée belle? Je t'ai trouvé jolie, mais j'ai pas fait waouh, quoi. Mince. C'est comme ça que ça s'est passé, Ludivine? Pas vraiment. Ah, ah, pas vraiment. Pas vraiment. Justement, je vais te poser des questions sur les dessous de cette séquence dont quasiment toute la France entière a parlé. En tout cas, les téléspectateurs de Mariés au premier regard qui t'ont suivi dans l'émission d'M6. Parce que tu t'es marié, tu t'es uni à Raphaël, qui était compatible à 77% avec toi, selon la science, selon les experts. Ludivine, merci d'être à mes côtés en interview en toute Avec intimité. plaisir. Pourquoi avoir décidé, choisi, je ne sais pas, de participer à une émission comme Marié au premier regard, Ludivine? Alors, je me suis inscrite à Mariée au premier regard parce que, en fait, je recherchais une personne qui avait un peu les mêmes aspirations que moi, c'est-à-dire avoir une relation sérieuse avec dans l'objectif de construire un foyer, en fait. Et donc, malheureusement, aujourd'hui, c'est un petit peu de plus en plus difficile de rencontrer quelqu'un, en fait, qui a cette volonté voilà, de s'engager. Donc, j'ai sauté le pas. Tu as été marqué, toi, par cette rencontre qui a changé ta vie à l'âge de 17 ans. Tu es resté 10 ans avec cet homme. Oui. Vous avez eu un enfant Oui. ensemble. C'est une relation qui t'a marqué par la suite? Oui. Alors par la suite, oui, ça a déterminé forcément le reste des 8 dernières années qui vient de se passer. Mais là où ça m'a marqué, c'est que j'avais cette relation du coup avec un foyer, une stabilité de vie, voilà, classique, enfin lambda, un petit peu comme tout le monde. Et donc jusqu'à en avoir un enfant. Et donc ensuite, ça s'est terminé. Et donc je passe de quand je suis adolescente, encore au lycée, à 17 ans, à j'arrive à 27 ans dans un monde où je ne connais pas encore les relations avec les hommes et puis peut-être comment certains hommes peuvent un petit peu traiter les femmes, etc. Moi, je sors de 10 ans d'une jolie relation avec des belles valeurs. Donc je ne m'attends pas en fait du tout à ça. Et en fait, je vois que ce que je recherche, une fois, deux fois, trois fois, je trouve pas en fait. Ça se finit bien avec le papa de ton enfant, la relation? Alors sur le coup, ça se finit pas très bien. On se sépare pas, voilà, dans des jolies conditions et dans un bon terme, hein, puisqu'il part avec quelqu'un d'autre. Donc pendant qu'il sera avec cette personne-là, puisqu'il est séparé depuis plusieurs années maintenant. Tu souffres Mais ou tu l'acceptes très facilement? non, je souffre parce que je suis dans un couple, mon premier couple, ma première histoire depuis le lycée, l'adolescence. Donc j'ai pas connu autre chose et d'un coup en fait. Je me sens un peu abandonnée. On vient d'avoir un bébé en plus, donc je me retrouve en fait larguée dans un monde. Tu l'aimais, Ah oui, bien sûr, même sur la fin? toujours. Donc si on peut parler de cette vibration, j'ai toujours vibré pendant mes 10 années. On était des personnes intenses, je suis une personne intense, et c'est ce qui fait que c'est un petit peu ça aussi que voilà, je cherche dans une relation cette stabilité, on va dire. Et puis c'est un couple quelque part qui s'arrête, mais c'est l'espoir d'une famille solide aussi qui tombe. Oui, parce que voilà, après avoir eu ces petites difficultés, moi je suis partie vivre ensuite 3 ans à Paris, je suis rentrée il y a bientôt 3 ans à La Rochelle, et en fait on s'est trouvé en tant que parents, la priorité c'est l'équilibre de notre enfant. Elle grandit dans l'amour de ses parents, elle voit ses parents bien s'entendre aussi, ça c'est très important pour nous, c'est voilà la priorité pour nous. Donc en fait, on n'est pas un couple amoureux, mais on forme une famille pour le bien-être de notre enfant. Lui derrière, il a refait sa vie avec une personne qui est juste géniale, qui s'occupe très très bien de ma fille. Donc ce qui fait qu'elle ressent voilà, tout un aspect positif autour d'elle, une bonne entente, et ça c'est le plus important pour nous. Et toi, par la suite, quelque part, tu ne connais plus les codes des rencontres amoureuses. C'est ça. Tu as des déconvenus, tu rencontres certainement des jeunes hommes, et on apprend, je crois, dans ton profil de Marié au premier regard, que tu découvres aussi l'adultère. Oui. Oui, puisque derrière, ça fera 8 ans. Alors quand je m'inscris, ça fait 7 ans que je suis célibataire, dans le sens où j'ai une relation sérieuse qui a duré 2 ans, mais qui a été très complexe. Et ensuite, à chaque fois que j'ai essayé de me réinvestir dans des relations, parce que si je rencontre quelqu'un, c'est forcément dans l'optique d'aller chercher cette relation stable, quoi, durable, et non pas comme aujourd'hui, on est dans la consommation, quoi.
Et en fait, au bout de 6 mois, 1 an, à chaque fois, je pars parce que je me rends compte que j'étais pas toute seule ou que la personne se moquait de moi ou voilà. Enfin, Comment tu t'en rends compte à chaque fois? c'est toujours sur des instants T, ça soit un appel sous mes yeux, que ça soit carrément moi qui vais chez la personne et bon, j'entends que de l'autre côté de la porte, il n'est pas tout seul. Ah, ça t'est déjà Euh, arrivé, ça? Ouais. Et comment t'as réagi? Un petit peu en colère quand même, hein, voilà. Donc, Bien sûr, ça je le ouais. comprends. Mais est-ce que tu décides de façon tonitruante de rentrer Ah non, et de régler tes comptes ou alors tu non. souffres en silence et par la suite tu parles avec la personne? Ah non, à ce moment-là, en fait, quand j'ai entendu ça, j'ai téléphoné. Donc j'ai entendu mon appel de l'autre côté de la porte et donc la personne a dû avoir peur et a demandé tout de suite à cette femme de partir. Donc en fait, j'étais derrière la porte d'entrée, donc coucou. Tu l'as vue? Oui, Elle t'a vu? oui, Vous vous êtes parlé? non. Non, Ton, moi c'est à lui que j'en ai voulu en fait. ton compagnon vient te parler à ce moment-là? Alors, quand il est sorti, on a échangé quelques mots et tout de suite, il est monté dans sa voiture et il est parti prétextant voilà, quelque chose de familial. Bon, c'est juste qu'il a fui la situation. Mais de base, c'est lui qui commet l'acte. Voilà. Après, elle, malheureusement, c'est un peu une victime comme moi de cette personne-là. Mais de base, c'est lui qui fait la bêtise. Et à chaque fois qu'il m'est arrivé quelque chose, c'est pas l'autre personne la responsable, c'est l'homme. Est-ce que tu arrives à te dire que certains hommes sont comme ça, trompent, tout simplement? Ou est-ce que tu t'es parfois remise en question en te disant, mais est-ce que c'est pas moi le souci? Est-ce que tu passes par différentes phases psychologiques? Oui, je pense. Parce qu'au début, tu te dis, mais je leur apporte beaucoup de gentillesse, beaucoup d'écoute, on me demande beaucoup de rendre des services, donc je le fais. Moi, je veux juste en fait reconstruire cet aspect voilà, stable. Donc, je suis assez investie. Et en fait, la personne va utiliser en fait cette naïveté, cette gentillesse, va me faire croire des choses. Donc, ouais, c'est de la naïveté. Après, il y a aussi cette côté où tu te dis, peut-être que tu es trop gentil. Tu cherches à savoir en fait pourquoi on t'utilise dans ce sens-là, pourquoi moi. Et je me suis rendu compte en fait que c'est beaucoup de femmes à qui ça arrive. Et après, malheureusement, du coup, moi, au fur et à mesure de ces années qui passent, étant donné que j'ai principalement que des exemples d'hommes qui ne se comportent pas très bien avec les femmes, que ce soit dans mes histoires à moi ou autour, mes proches, des filles que je connais ou des amis ou quoi que ce soit, peut-être que tu réduis l'homme en fait à malheureusement que en fait pas de la gentillesse, quoi, des actes un peu de vice, de manipulation, parce que je pense que des hommes bien, ça existe. Mais c'est plus rare, on va dire. Est-ce que ces échecs t'ont parfois ramené des mauvais souvenirs, comme des sentiments d'abandon que tu as pu avoir étant plus jeune, connaissant ton histoire? Tu as été abandonnée par ta maman à l'âge de 5 ans. Est-ce que c'est une blessure qui parfois a refait surface face à ce type de situation? Est-ce que c'est lié à celle-ci ou alors plutôt à mon éducation très masculine? Puisque du coup c'est mon papa qui a eu du coup ma garde à la suite de tout ce qui s'est passé. Un papa militaire? Et voilà, qui était avant dans la marine et puis qui a dû faire front, hein, voilà, élever une petite fille, pas forcément avec les codes, il a fait ce qu'il pouvait. Bien évidemment dans l'amour, mais peut-être pas dans la démonstration de l'amour non plus. Donc peut-être que ma relation avec les hommes, je la verrais plus en superposition, dans le sens où j'ai toujours voulu, en fait, on va dire, satisfaire mon père, bien travailler à l'école, être sage, pas faire de vagues, avoir des bonnes notes, réussir à l'équitation. J'avais vraiment cette pression en tant qu'enfant de ne pas avoir le droit à l'erreur, quoi. Si les devoirs, je faisais un brouillon et je faisais une faute dessus, c'était, voilà, si j'avais une mauvaise note, genre 12, enfin voilà, oui, j'ai eu cette peur, et donc toujours dans le sens de devoir satisfaire un petit peu les attentes et les devoirs. Et
peut-être que j'ai projeté ça sur mes relations avec les hommes, en fait, à un petit peu me soumettre et à toujours aller dans le sens et à toujours apporter satisfaction pour, entre guillemets, en face recevoir de l'amour, même si bien évidemment que mon père m'a toujours aimé, ça c'est un sens logique. Mais enfant, j'avais plus de pression que de partage, plus, on va dire, ouais, dans le sens de l'accompagnement, enfin, le côté émotionnel, affectif de l'amour qu'une maman, par exemple, peut donner. Elle t'a manqué, cette maman? Oui, alors oui, étant donné en plus que je suis maman, il y a plein d'étapes, ma fille a 8 ans, et donc du coup, il y a plein d'étapes de sa vie où moi, je sais que j'avais pas de maman à ce moment-là. C'est pour ça que j'essaye de lui apporter tout ce que je pense qu'un enfant a besoin, puisque par expérience, je sais que j'ai pas eu. Voilà. Donc je connais mes ressentis à l'intérieur de moi que j'aurais aimé. Donc ça, je le donne à ma fille. Après, ma mère, elle a quand même fait partie de ma vie. À un moment donné, elle a réapparu dans ma vie et ensuite, elle était là de manière ponctuelle. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas ma garde, mais j'allais quand même la voir. Donc elle a fait partie de ma vie, mais pas de manière plus profonde comme... voilà. J'avais l'amour d'une maman quand même, mais pas... par exemple, mes concours d'équitation, les réunions parents-prof, faire les magasins, je ne sais pas, enfin, ce qu'on fait avec même sa fille ado, par exemple, des accompagnements, sorties scolaires, enfin, bref, plein de choses qu'une maman participe dans la vie d'une petite fille, d'une ado et d'une femme. Ben, ça, je ne l'ai pas eu. Je peux te demander, Ludivine, pourquoi tu parles d'abandon concernant ta maman? Parce que, voilà, elle a fait des choix dans la vie qui ont fait que je me suis retrouvée chez mon papa, tout simplement. Donc, je pense qu'à 5 ans, un enfant... Et puis, dans notre tête, quand on est enfant, c'est pas qu'on se fait nos films, mais on le voit avec notre cerveau d'enfant, l'histoire, en fait. Donc, on voit pas tout et on sait pas tout, et heureusement. Mais ouais, c'est quand même... j'ai vécu avec elle jusqu'à mes 5 ans de manière très fusionnelle. Et donc après, quand ça s'arrête, c'est un peu... choquant, je pense. Tu sais, toi, pourquoi ça s'est arrêté? Pourquoi il y a eu cette volonté de sa part? Oui, oui. Ça, après, comme j'avais expliqué à la production, qui détiennent en fait l'histoire, par respect, on ne veut pas en parler Ah, d'accord. sur un plan public, entre guillemets. Mais en tout cas, oui, ça fait partie de mes premiers traumas que j'ai travaillé d'ailleurs en faisant de la sophrologie, etc. Eh ben, je comprends. Quand tu découvres Raphaël dans Mariée au premier regard pour la toute première fois, oui. Tu es très heureuse de cette arrivée. Ça se voit. Ouais. Tu as des larmes de joie qui coulent sur ton visage. La production te dit qu'ils étaient eux aussi en train de regarder la séquence et que tout le monde était en train de pleurer. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce qui provoque ces larmes? Alors, ces larmes, c'est un soulagement, en fait, parce que y a beaucoup de pression. On est dans un contexte qui est vraiment intense. Voilà, on se lève, il est 7h du matin, il y a tout qui... Il faut faire les papiers, il faut faire le maquillage, la coiffure, il y a des interviews, il y a beaucoup de monde autour de soi. Et en fait, donc ça dure toute la matinée. Et c'est après le repas du midi. On fait une séquence avec ma sœur, qui vient dans la chambre d'hôtel, une séquence après avec mon papa, qui me découvre en robe, etc. Ça, c'est pas diffusé, mais du coup, tout ça, ça prend en fait la matinée. Et après le repas, en fait, ils nous disent « Bon, allez, go, on y va, quoi ». Et en fait, là, j'ai une espèce de crise de panique parce que je me dis « Ça y est, ça va se concrétiser, je vais aller me marier quand même, c'est pas une date, quoi, c'est un mariage ». Donc, j'ai vraiment le sens du mot mariage, quoi, et de ses valeurs. Et donc, je rejoins mon père dans la voiture et en fait, je suis vraiment dans un état de stress, de peur, en fait, jusqu'au rideau. Et ils ont été par contre top. Vraiment dans l'accompagnement, la personne qui a fait ma coiffure, elle me tenait les mains, elle me transmettait une espèce d'énergie pour m'apaiser, me faire respirer sur son souffle en même temps. Enfin, vraiment, ça, c'était top, quoi. Et quand le rideau il s'ouvre, donc je suis très, très stressée. Là, il y a un gros papillon qui vient se poser sur mon front, énorme, et on se dit, je l'ai pris en fait comme un signe. Et il s'avère que ce papillon-là, en fait, a traversé mes invités avant. Mes copines me le raconteront après quand je dirai ça. Donc, on a trouvé que c'était un signe de dingue, en fait, que ce papillon, voilà, les traverse et vienne se poser sur mon front. Donc là, voilà, je souffle et le rideau, il s'ouvre et je le vois au loin, comme ça, à droite de dos. Et il se retourne et en fait, je me dis,
ça va, quoi, il me plaît, de loin il me plaît, parce qu'il y a quand même cette appréhension de se dire, Bien sûr. C'est le premier regard. Et en fait, là, je lâche tout, quoi. Donc j'arrive en pleurant, mais de joie, De joie. ouais, c'était... Même la taille te convient parce que toi, tu disais que la taille, tu voulais quelqu'un de très grand. Oui, alors ça, bon, ça a été une histoire, j'ai même pas fait attention. Enfin, vu qu'en vrai, j'ai pas focalisé là-dessus, en vrai, c'est pas du tout ça que j'ai regardé, en fait. Enfin, quand je suis arrivée, je l'ai vu, on avait tous les deux un grand sourire. Enfin, il y a une connexion. Donc, j'ai même pas percuté grand, petit, ou enfin, voilà. Puisque de base, c'était pas réellement ça, le sujet. Et puis arrive un conflit, le fameux conflit au Oui. restaurant qui aura fait parler beaucoup de téléspectateurs de Ouais. Mariés au premier regard sur M6, quand Raphaël explique qu'il n'a pas eu véritablement de vibration quand il te voit au départ, qu'il te trouve jolie, qu'il aurait eu un coup de cœur mental. Ouais. Il te dit d'ailleurs, je te trouve jolie, mais je t'ai pas trouvé waouh, j'ai pas fait waouh. Et là, c'est vrai qu'on te voit tout de suite, et cette séquence, elle a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux en mode Ouais. mais comment ça, tu m'as pas trouvé jolie? Mais attends, mais normalement, tu devrais me trouver super belle. Pourquoi tu m'as pas trouvé jolie? On te voit un peu en colère. Oui. Alors, Est-ce que c'est parce que tu manques d'assurance? Est-ce que c'est parce que t'attendais qui te rassure à ce moment-là? oui, les deux. Je manque d'assurance parce que... alors, il faut savoir que quand on s'est mariés, donc c'était le jeudi, donc on se couche très tard parce qu'il y a toutes les séquences à faire jusqu'à la villa, le coucher, etc. Donc on se couche, il est 5h30, on se réveille vers 7h30 parce qu'après ils viennent filmer le réveil. Et donc en fait au réveil, voilà, il me confie, ce que derrière il dira en ITV, que qu'il est en vrai, oui on s'inscrit à ça, mais on n'est pas prêt en fait à un mariage, à se réveiller auprès de sa femme le lendemain. Et pour lui, c'était too much en fait. Il a eu un petit coup de mou. Une redescente. Ouais, oui, c'est ça, une redescente. Ce qui fait que, donc ça c'est le vendredi, on passe un très bon vendredi. Le samedi, on arrive à Malte. Et sauf qu'en fait, tout de suite, du coup, notre relation a été placée sur un plan platonique. Autant l'intensité du jour du mariage, où il y avait une fusion... et enfin, c'était incroyable ce jour-là, quand on en parle tous les deux, c'était magnifique. Il y a vraiment eu ce truc, quoi. Et sauf qu'après, hop, on passe pas du tout dans une relation où on essaye de se séduire, de se plaire, comme on voit sur d'autres mariages, où tout de suite il y a une relation plus, on va dire, amoureuse, ou en tout cas qui tend vers l'amour qui se produit. Nous, on passe tout de suite sur un plan platonique. Et donc, ce qui se passe, c'est que ça fait 3-4 jours, 5 jours que, au final, je partage une aventure, mais avec une personne qui on n'est pas dans la séduction. Donc, lui, en fait, il essaye de passer au-dessus du fait qu'il il tend pas vers l'amour. Il n'a pas cette, comme il dit, méga vibration où je lui plais physiquement, mais par contre, il y a beaucoup de choses à côté, et il dit que c'est tellement rare justement qu'il n'a pas forcément l'habitude de voir ça dans ses relations. Et toi, ça te vexe quand il te dit qu'il ne te trouve pas jolie, quand il te dit... Est-ce que ça te vexe qu'ils ne te disent pas « t'es superbe, franchement, t'es une bombe, je t'ai trouvé superbe quand t'es arrivée ». Alors peut-être pas sous cette forme-là, mais ce qui me blesse, c'est que on s'est préparés tous les deux. Voilà, il descend avant moi dans l'hôtel et en fait, oui, j'ai pas de regard masculin d'un homme qui est intéressé par une femme puisqu'il vient de se marier avec elle. Donc tu ne te sens pas réconfortée? Ouais, je me sens pas rassurée. J'ai parlé de sécurité émotionnelle quand on fait le coaching avec Estelle et elle me demande une sécurité quoi? Matérielle, affective, émotionnelle. Et oui, je lui dis une sécurité émotionnelle. Et donc là, je me sens pas... voilà, je lui demande juste en fait, en gros, si je lui plais quoi. Si là, quand j'arrive comme ça, je me suis apprêtée pour lui, pour le séduire, et je lui demande si, est-ce que je te plais, enfin, est-ce que tu me trouves belle? C'est dans ce sens-là, en fait. C'est violent pour toi, sa réponse? Oui, du coup, ça... Après, il y a tout un contexte aussi où, voilà, on avait une conversation un peu négative la veille, etc. Donc, et puis, il y a une accumulation de fatigue tellement énorme que je pense, et des choses tellement décuplées, parce que tout est condensé en 5 jours, qui fait que les émotions, ouais, elles sont intenses et que, oui, je suis blessée de me dire, mais en fait, je me suis mariée avec un homme que j'essaye de séduire et je l'attire pas, quoi.
Et qu'est-ce que tu veux dire quand tu lui dis si tu vibres pas sur moi, tu vibreras sur aucune? C'est une phrase qui a été relevée par les téléspectateurs, celle-là. Sous-entendu, non, mais elle se prend pour qui? Ouais, c'est Et ça. moi, j'ai envie de creuser, tu vois, j'ai envie de savoir, j'ai pas envie de te dire elle se prend pour qui, j'ai envie de Ouais. savoir qu'est-ce qui te conduit à dire Ouais. cette phrase. Alors oui, la phrase, c'est ça. C'est si tu vibres pas pour une typologie de femme comme moi, tu vibreras pour personne. Et j'ai dit aussi, non mais des hommes, j'en fais vibrer plein, mais bon, c'est tous des connards. Voilà. Mais bon, les gens, ils n'ont pas retenu que je parlais d'une typologie d'hommes et qu'en aucun cas, je disais que j'avais tous les hommes à mes pieds. Pas du tout, je disais que c'était une catégorie. Mais honnêtement, n'importe quoi. Enfin, on se souvient même pas en fait de cette scène qui s'est produite entre nous. On n'arrive pas à la temporiser, enfin, à dire quand est-ce qu'elle s'est produite entre nous. Mais en fait, moi, quand je vois ça, enfin oui, c'est, je peux même pas expliquer en fait ce qui m'est passé par la tête. C'était Ça, c'est une ni scène fait qui ni à était faire. censée être off, c'est ça? Oui. C'est-à-dire vous étiez pas censé être filmé parce qu'en fait, on vous Ah, on entend n'est et pas filmé. on voit pas l'image. Oui, non, C'est de non. l'extérieur qu'on voit. Oui, parce que quand on rentre à la chambre d'hôtel, on a toujours nos micros, nous, en fait. Après, quand on va se coucher, on les met sur la table de chevet, mais on les a tout le temps. Et on n'a pas forcément, oui, déjà, on ne le sait pas forcément, mais d'appuyer sur le mute, en fait, quand on est dans la chambre, quoi. Ça te surprend de voir ça à la télévision? Oui, oui. D'une, parce que je me souvenais même plus que ça... Enfin, même tous les deux, en fait, on peut pas le situer dans notre expérience. Et oui, non, mais ce qui me surprend, c'est que si j'avais été la téléspectatrice de ça, je me serais dit, ouh, c'est quand même très curieux, madame. Donc je me reconnais pas. Je me reconnais pas du tout, parce qu'aussi j'ai évolué. Tout ça, c'était il y a quand même maintenant 8 mois. Donc voilà, entre tout ce qui s'est passé après et entre nous depuis, je me reconnais pas du tout. Et oui, ça me choque aussi ce genre de mots. C'est pas beau, quoi. Tu te trouves belle, Ludivine? Alors, ça, j'ai un peu de mal à répondre à ça parce que je pense qu'il y a ce côté manque de confiance en soi. On va dire jolie, pour reprendre les mots de Raph. Tu te trouves jolie? Voilà. Tu t'es toujours trouvée jolie? Euh, je pense pas. Comme Estelle m'a dit, je suis trop dure envers moi-même. Non, je pense pas forcément. J'ai plus une confiance en moi, par exemple professionnelle, ou dans ma famille, où, voilà, le fait que j'ai un côté très protecteur envers mes proches, etc. Mais physiquement, forcément, tout le monde se trouve des choses, tout le monde voilà, a je sais pas, des complexes ou des choses. Après, j'ai 35 ans, j'ai eu un enfant. C'est quoi tes j'ai- complexes? Mes complexes, ça va être un petit peu, je sais pas moi, le fait de ne pas me tenir très droite ou alors ça a fait beaucoup rire mon nez. Bon moi mon nez voilà, il est Pourquoi comme ça ça. a fait beaucoup rire? Ah j'ai pris beaucoup sur mes dents et mon sourire. Ah bon? Ouais, je sais pas. Mais qu'est-ce que t'ont dit les gens? Que je souris trop. Que je souris trop, à pleine bouche, que j'ai les dents serrées. Bon, désolée, j'y peux rien. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit sur ton nez? Que j'ai un nez un peu, voilà, mais, moi c'est comme ça, enfin je peux pas le changer, enfin c'est la vie quoi. Donc bref, enfin chacun est comme il est. Mais tu te remets en question quand c'est comme ça parce que tu dois découvrir quelque part les critiques à haute échelle sur les réseaux sociaux quand on est Oui. diffusé à la télévision. Alors les critiques plus sur la mauvaise scène, ça oui forcément, mais sur mon allure physique, en fait chacun est comme il est. Donc les personnes qui font ces critiques-là doivent aussi avoir leurs complexes. Moi j'ai les miens. Tout le monde a ses complexes, donc non, ça me touche pas qu'on vienne critiquer mes dents ou mon sourire. J'y peux quoi. donc, donc voilà. Mais après, le fait que j'essaye d'avoir une critique comme si j'étais la téléspectatrice de ce qui s'est passé, en fait, pour être un peu plus constructif. Autant il y a des gens qui vont être plus dans la construction et autant il y a des gens qui vont être plus dans l'attaque. Ça, on les met de côté. Mais quand c'est dans la construction, l'échange, il y en a qui viennent me parler directement sur mes réseaux sociaux. Et donc là, en fait, on échange et après, ils comprennent aussi
que le personnage est amené à ça, en fait. Et puis tu te dis par la suite, tu fais une vidéo pour te justifier sur tes réseaux sociaux, tu dis à cette époque-là, j'étais une personne qui n'était pas en phase avec elle-même, j'avais beaucoup de croyances limitantes. Ouais. C'était quoi ces croyances limitantes que tu avais, Ludivine? Alors, les croyances limitantes, c'était, par exemple, de penser que c'est ce que je pense, c'est bon pour moi et c'est la réalité. Exemple tout bête du coaching avec Estelle, où je lui dis oui, en fait, Raph et moi, c'est l'eau et le feu. Et donc, l'eau, en fait, c'est pas compatible ensemble, quoi. Et elle m'a montré une autre vision, comme quoi l'eau va faire, on va dire, éteindre le feu, et le feu va faire bouillir l'eau. Donc, en fait, c'est complémentaire aussi. Donc ça en fait partie. Le fait peut-être d'une certaine typologie d'hommes aussi. Le fait, alors la plus grosse croyance limitante, c'était, et c'est d'ailleurs... C'est quoi cette typologie d'hommes, pardon? Et ça aussi, faut mettre les bonnes phrases à la bonne suite. C'est que j'avais l'habitude plutôt d'être sur des relations de personnes qui font 1m80, 85, plutôt un petit peu charpentées, etc. Le mot massif qui a fait parler... mais ça, à ce moment-là, on est encore en train de tourner les portraits. On a un petit peu cette naïveté de parler sans se rendre compte qu'on dit des bêtises, quoi. Et je dis que mon critère rédhibitoire serait la taille. Hop, 1m85, sauf que non, la phrase, c'est mon critère rédhibitoire serait la taille s'il est plus petit que moi. Ah ça change tout. Oui, parce que de base, pendant les ateliers, moi, on m'avait parlé de... Et s'il fait... Quand on passe tous les mêmes ateliers et on répond tous aux mêmes questions. Donc les questions des critères rédhibitoires, les questions du physique, les questions, je sais pas, de l'âge, enfin bref, de tout. On les a tous et on répond tous. Et donc moi, quand on me demande mon critère de la taille, je dis entre 1,80 et 1,90. Et on me dit, mais s'il fait 1m78, tu dis quoi? Et je dis, je ne vais pas dire non pour 2 cm et passer à côté de peut-être la personne de ma vie, donc pas de souci. Donc j'ai déjà un petit peu cet indice qui se produit plusieurs mois en avance pendant les ateliers dans ma tête. Donc voilà, enfin, c'était s'il était plus petit que moi. Mais comme chacun va avoir ses critères. Raph, par exemple, il dit qu'il préfère les brunes aux blondes. Bon, toutes les blondes de France ne l'ont pas attaqué. Bah oui, mais alors pourquoi c'est toi qui prends? Parce que je pense que j'ai une personnalité un peu débordante qui fait que... Et puis alors... Pourquoi les femmes sont très critiquées sur MAPR? Pourquoi, comment elle s'appelle la jeune fille? Laurie, c'est ça? Oui. Laurie, il me semble, elle a eu une séquence qui m'a fait penser à la tienne, la séquence de ah ouais, tu me trouves pas jolie, pas assez belle, pas assez ceci, pas assez cela. Et puis elle fait son footing, elle appelle sa meilleure amie, et là elle lui explique que dans l'avion, en fait, pareil, il lui a pas dit qu'elle était assez jolie ou quelque chose comme ça. J'ai l'impression que c'est un peu répétitif. J'ai l'impression que il faut critiquer la mariée dans Mariée au premier regard. Et le mari, je trouve qu'il s'en sort toujours mieux. Pourquoi? Ouais, peut-être qu'il s'en sort toujours mieux. Après, les hommes aussi, Raph, il s'est aussi pris comme quoi il n'avait pas du tout eu du tact. Jean-Nicolas prend aussi pas mal là sur ça, parce que en fait, voilà, il lui a expliqué que maladroitement, il lui a dit qu'il ne se serait pas retourné sur elle parce qu'elle n'était pas dans ses habitudes par rapport à ses ex. Donc elle lui dit il ressemble à quoi tes ex? Donc forcément il montre sur Instagram le type de personnes voilà, qu'il fréquente. Et en fait autant quand ils arrivent à ce repas qui est extrêmement similaire à celui de Raph et moi, hein, c'est le même sujet, sauf que eux ils parlent et elle dit les choses avec intelligence alors que lui est maladroit, et que nous on est déjà dans un contexte un peu plus négatif, ce qui fait que pour aborder le même sujet, le même fond, nous, on est dans une forme qui n'est pas très jolie, quoi. Mais, et donc voilà, donc il lui dit... D'ailleurs, quand elle s'assoit au restaurant, il lui dit « Mais t'es canon ». C'est vrai qu'elle était trop belle dans sa robe noire, les cheveux comme ça, lissés, un tout petit peu de maquillage. Et en fait, il lui dit des choses et elle dit « Mais en fait, tu peux pas te permettre de dire à une femme... t'as pas le wow, je me retourne pas sur toi ». Elle dit « Ça ne se dit pas ». Donc en fait, entre guillemets, on a la même idée, le même fond, mais on n'a pas du tout toutes les deux la même forme. Après, pourquoi les femmes se font plus attaquer que les hommes? Peut-être parce que les femmes le prennent aussi à cœur. Les femmes qui regardent l'émission, parce que de base, c'est des histoires d'amour. Donc, en tant que femme, on a cette sensibilité et on attend tous que ces histoires sont belles, fonctionnent. On se marie quand même, quoi. Donc, malheureusement,
si la fille fait quelque chose de pas très bien, bah voilà, elle va être... Elle ne sera pas loupée. ouais. Et après ce fameux clash avec Raphaël, tu lui proposes de vous voir, de partager des activités, d'aller boire un café, et il refuse. Hein. Il refuse catégoriquement tout. Est-ce que tu penses qu'à ce moment-là, il a atteint un point de non-retour? Euh, en fait, pendant ce mois qui se passe entre le retour de France et le bilan, il fait un coaching avec Estelle. Moi, j'ai son papa au téléphone. Donc ça, c'est des choses qui sont tournées mais pas diffusées. J'ai son papa au téléphone et pour résumer la conversation, et c'est peut-être aussi pour ça que c'est pas diffusé, parce que pour résumer notre conversation téléphonique avec son papa, vous l'avez en image quand il parle avec Kevin et Ellie, il y a une scène chez lui et son papa dit en fait notre conversation téléphonique comme quoi vous vous êtes mariés, donc il faut essayer, il faut... voilà, et en plus, il s'est passé quelque chose ce jour-là, donc il faut essayer de passer au-dessus. Et les valeurs du mariage, c'est aussi ça, en fait. On n'abandonne pas dès la première fois, comme on le fait, en fait, dans des relations classiques. Première difficulté, oh, c'est bon, hop, on s'en va, quoi. Et donc ça, c'était nous. Et lui, à côté, il a aussi un coaching avec Estelle pour essayer de lui faire passer au-dessus de blocages. Parce que, voilà, autant moi, j'ai travaillé sur ma problématique où je prenais beaucoup les choses à cœur et j'étais dans un espèce d'ego qui me faisait surréagir. Et lui, il avait aussi sa problématique d'avoir du mal à s'exprimer. Et donc, du coup, quand il le fait, c'est tellement maladroit que c'est blessant. Et il s'est rendu compte de ça, parce que aujourd'hui, il dit, j'arrive à mieux dire les choses, et j'arrive même à dire des choses que de base, je ne suis pas capable de dire. Donc, je pense que, voilà, à l'époque, ça aurait été... on n'était pas les bonnes personnes à l'époque tous les deux. Et donc, après ce coaching, parce qu'ils nous ont donné un temps, il a essayé, mais comme Alexandra Suraja avait dit, il a aussi cette stabilité dans son éducation qu'il a reçue et l'entourage de sa famille, que quand il sent que quelque chose ne va pas lui convenir, il sait se protéger et aussi dire non. Donc en fait, ça a fait une balance tous les deux, quoi. Sur Instagram, tu as mis pas mal de vidéos de vos off, des moments que vous avez partagés avec Raphaël, et tu écris en légende, il est normal et logique que l'entièreté de notre expérience tournée sur des semaines, des centaines d'heures, pardon, ne puisse être condensée en quelques épisodes. Il était aussi légitime de partager avec vous cet album de mariage, justement avec nos petites vidéos perso, les petites anecdotes et un prisme plus positif de ce qu'a été notre expérience. Oui. Est-ce que je dois voir ce post comme... Regardez, sachez lire entre les lignes. On vous montre que ce qu'on veut vous montrer dans Mariée au premier regard, mais moi je vous montre aussi notre réalité. Elle ne sera pas montée dans les épisodes pour M6, mais voilà les bons moments qu'on a passés. Alors, dans ce post, je fais un copier-coller exprès pour employer les mots justes d'une interview de Estelle dans un journal. Les phrases qui sont entre guillemets, c'est juste le copier-coller de ces mots pour expliquer qu'en fait, il faut pouvoir que des gens s'identifient aussi et être représentatifs de notre histoire, parce qu'en fait, comme ils m'ont expliqué, la finalité, c'est un divorce, parce que Raph ne veut pas aller plus loin, parce que autant il y a des très belles choses qu'il a vues de moi, mais autant voilà, il a un côté qui ne lui a pas plu et pour lui, il n'arrive pas à passer au-dessus. Donc ça, c'est la finalité. On n'a pas non plus 36 semaines de diffusion. Donc ce qui veut dire que quand on est diffusé, il faut en fait aboutir à un moment donné à la finalité. Donc vu qu'elle est négative, on va plutôt montrer des aspects négatifs. C'est logique. Ce que je leur ai dit, par exemple, c'est pourquoi on fait un épisode entier sur nos familles qui nous attendent et qui font genre « Ah, mon fils, il est trop beau. Ah, ma sœur, elle est trop belle. Oui, mais bon, il fait quand même 1m78. » On fait un épisode complet sur de la forme, au final, et pas du fond. Alors qu'on aurait peut-être pu utiliser qu'une partie de l'épisode là-dessus et avoir ce temps-là sur des choses plus positives que j'ai montrées sur mon Instagram. Mais comme ils nous ont expliqué, c'est comme en fait une série Netflix. Il faut avoir l'envie de regarder le prochain épisode. Quand on regarde une série, généralement, à la fin de l'épisode, on se dit « Ah non, 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 je ne vais pas me coucher, il faut que je regarde celui d'après. » Sauf que là, c'est du lundi au lundi. Donc, il faut donner aux gens aussi cette envie de revenir lundi prochain, donc de s'accrocher à quelque chose pour revenir. Et la finalité étant négative, la priorité, ce n'est pas de diffuser des choses positives. Mais du coup, les gens vont réduire notre expérience
a uniquement du négatif et dans les images a uniquement mon comportement, alors qu'on ne se met pas non plus en colère gratuitement et sans aucune raison. Donc est-ce que c'est représentatif de votre réalité ? C'est pas entièrement représentatif de notre réalité, sinon aujourd'hui on ne serait pas aussi proches, parce qu'en fait, il y a eu aussi tous ces bons moments. Ça, les mauvais moments qu'on montre, c'est vraiment sur les 2 derniers jours. Mais tout le reste au début était top. Ben, c'est d'ailleurs tout ce que je montre. Nos activités, on passe une après-midi au quad, on passe une après-midi à faire les falaises. Moi, c'était magnifique, c'était magique, c'était trop beau. Mais c'est pas montré. Alors que c'est quand même des demi-journées complètes sur 5 jours. Toi, tu étais prête à vous laisser une chance avec Raphaël ? Oui. Ou c'était uniquement parce qu'il a choisi de divorcer que votre couple s'est arrêté, votre mariage s'est arrêté ? Ah, notre mariage s'est arrêté, oui. Je ne vais pas le forcer. Non, bien sûr que oui, non. oui. Mais toi, tu aurais aimé continuer ? Bien sûr. Pour moi, on s'est mariés. C'est pas du speed dating, quoi. On engage les valeurs. Après, j'étais peut-être trop... et d'ailleurs, tu avais reçu, je crois qu'il s'appelle Mathieu, un homme qui disait, de MAPR avant, qui disait qu'il faut plus voir ça comme justement une émission de dating où on rencontre quelqu'un et ensuite on apprend à se connaître. Nous, le problème des filles, puisque j'en ai discuté avec plusieurs de la saison, c'est que nous, vu que c'est marié au premier regard, on part tout de suite dans une relation engageante, mariée, et donc on va peut-être trop vite dans nos émotions, dans nos ressentis, dans voilà, le fait que ça y est, on est parti dans une vie qu'on attend tant, parce que quand on s'inscrit à ça, c'est qu'on rêve de ça, comme tous les gens qui s'inscrivent. Et donc nous, on met peut-être un petit peu la charrue avant les bœufs, alors que eux, les hommes, ils sont peut-être plus terre à terre. Et ils sont vraiment dans le fait d'apprendre et voir si ça marche ou pas. Le divorce, tu le comprends, tu l'acceptes ? Oui. Là où j'ai été pas bien et j'ai eu du mal à accepter, c'est le fait de ne pas avoir une chance dans la vie réelle. En dehors de ces 5 jours intensifs de tournage et fatigants, une fois qu'on est rentré en France, on peut au moins une fois aller boire un café. Et voilà. On s'est eu 2-3 fois au téléphone quand même, donc on a pu discuter. Mais le fait de ne pas aller dans les valeurs du mariage et d'essayer, ça, je l'ai mal vécu. Après, quand on arrive au bilan, je le sais déjà qu'on va divorcer puisqu'on s'est eu au téléphone. Et voilà, il faut forcément faire la séquence pour que les gens comprennent pourquoi ça se termine. Donc on fait le bilan, mais on savait tous les deux qu'on Mais alors, si vous le saviez au moment du bilan que vous alliez divorcer, pourquoi dans le Que sont-ils devenus, on entend dire Ludivine va tout faire pour récupérer Raphaël? Alors, pourquoi Nous, il faut savoir que les Que sont-ils devenus, on les a tournés pendant la diffusion, quand d'autres couples les ont tournés à la suite, quelques mois après l'expérience. Nous, on les a tournés le lendemain du passage de l'épisode 7, qui est de notre mariage. Donc on est dans un super mood parce que c'est un bel épisode, ça nous remémore cette journée qui était magique. Mais c'est pas vraiment Que sont-ils devenus dans ce cas? On n'était pas devenu grand-chose sinon d'ici là. Justement, c'est ça le problème. On s'appelait, parce que vu que j'ai lancé la procédure du divorce 1 mois après le bilan, il se passe tout un temps, en fait, où le temps de réunir chacun les papiers de son côté, le temps que nos avocats se mettent en accord, etc. Donc, en fait, nous, on divorce, en vrai, 2 semaines avant la diffusion. Et à partir donc, ce temps-là, on s'est beaucoup au téléphone, autant pour les papiers, l'organisation, mais en même temps, quand je dis beaucoup au téléphone, c'est qu'on peut passer quand même des 3/4 d'heure au téléphone, 1 heure. On revient sur notre expérience. Et c'est là qu'on commence tous les deux, avec du coup du recul, puisque c'est quelques mois après, à être plus posés dans nos têtes et à pouvoir parler de manière plus apaisée sur ce qui s'est produit. Donc on comprend chacun des trucs de l'un et de l'autre. Et le jour du bilan, où on divorce officiellement, donc avec les avocats, mais là en fait on passe une super journée. Et on se dit, et on se l'est encore dit là il n'y a pas longtemps, il a fallu qu'on divorce pour qu'on s'entende aussi bien. On a rigolé ce jour-là et depuis ça ne s'est pas arrêté. Donc en fait le Que sont-ils devenus? Oui, il est à partir de ce jour-là, parce que qu'est-ce qu'on devient aujourd'hui? Aujourd'hui, on devient que cette expérience, elle nous a énormément apporté sur un point humain. Elle nous a fait grandir, mais incroyablement. Et elle nous a apporté, alors pas une équipe dans le sens une relation amoureuse, mais dans le sens une relation amicale, parce que on s'entend super bien, on rigole. La connexion qu'on a vue le jour du mariage, elle est là, quoi. On s'est quand même trouvés, mais sur un autre plan. Amis au premier regard. Amis au premier regard. Mais c'est une histoire qui finit bien. Ouais. Au final. Oui. On est d'accord? Oui, oui. Donc tu clôtures cette expérience de façon quand même relativement positive. Je parle vis-à-vis de Raphaël en tout cas. Oui.
Après, oui, quand on fait C'est que sont-ils devenus, moi je me dis, quand on regarde cet épisode, franchement, c'était tellement évident comment on se regarde, on ne se connaît pas, on ne se connaît pas du tout, on est dans une situation de stress et on a tout de suite un partage, ça se sent qu'il y a tout de suite cette connexion. Donc quand je regarde l'épisode du mariage, on se dit, c'est dingue, enfin, c'est dommage en fait d'être passé à côté de ça. Mais à cette époque-là, on était deux personnes qui n'étaient pas, encore prêtes, on va dire. Et aujourd'hui, lui, ça lui a donné l'envie de vraiment, avoir un vrai couple, une vraie relation, une vraie relation sérieuse. Et moi, ça m'a fait aussi énormément grandir. Donc... T'as rencontré quelqu'un? Non, chaque chose en son temps. T'as dû recevoir des messages? Oui, après j'avoue que j'ouvre plutôt les femmes sur mon Instagram, je communique plutôt avec les femmes parce qu'elles se sont reconnues dans pas mal de réactions ou même ma situation de vie, d'être maman solo, etc. Donc je communique beaucoup avec les femmes et je ne suis pas trop ouverte aux DM masculins, on va dire. Ce sera une seconde partie de ma vie. Peut-être que tu trouveras l'amour avec une femme? Non. Mais chacun. Non, mais par contre, peut-être des très belles amitiés. Parce qu'il y a des femmes qui me suivent depuis le début. Et du coup, ça crée des petits liens, quoi. Donc, bien sûr. Voilà. Mais oui, pour clôturer, malgré le fait qu'effectivement, on aurait aimé que ce mariage fonctionne, et que voilà, chacun, on a eu nos petits trucs. Aujourd'hui, c'est quand même top, en fait. Donc ça, c'est le plus important. Mais ça fait plaisir quand même, ce happy ending, même s'il finit sur un divorce. Merci, Ludivine, pour cette interview en toute intimité. Merci pour ta grille de lecture que tu nous as permis d'avoir aujourd'hui par rapport à toute cette expérience. Ludivine, on te retrouve sur tes réseaux sociaux. Oui. Ton compte Instagram, c'est Ludivine-MAPR8. Merci. Merci aussi à vous pour votre fidélité et votre loyauté. On se retrouve très prochainement avec une nouvelle personnalité de la télévision, des réseaux sociaux, pour des confidences toujours en toute intimité. Prenez bien soin de vous. Bye bye.